בזום לפרופסור בוטיינה בן סלם מאוניברסיטת מוחמד החמישי מאגדר רבת. דיברתי איתה כמה פעמים. למען האמת היא הייתה מסתדרת בשפה העברית, מדברת חלק חלק, אבל נכבד בכל שפה. היא מדברת צרפתית, גם נשמח לשמוע אותה. פרופסור בוטיינה בן סלם היא מרצה באוניברסיטה על שם הסולטן מולאי סלימאן, ובה גם בפקולטה למדעי המשפט והכלכלה והחברה של אוניברסיטת מוחמד החמישי. היא בעלת 3 תארי דוקטור, משפט ציבורי ומדעי המדינה, היסטוריה מודרנית ועכשווית ולימודים אנגלופוניים. היא לימדה במוסדות להשכלה גבוהה במרוקו ובחוץ לארץ, כולל אוניברסיטאות באיטליה, בבוסטון. המחקרים שלה עוסקים בהיסטוריה פוליטית ויחסים בינלאומיים, בסוגיות פוליטיות של התקשורת וכו' וכו'. פרסמה מאמרים רבים על ההיסטוריה הפוליטית של מרוקו וסוגיות ביטחוניות באזור. היא תדבר על היבטים של חיים ומנהגים בקהילה היהודית בצפון מרוקו. בבקשה, פרופסור בן סלם. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation qui m'a fait plaisir dans la mesure où je vais avoir l'occasion de parler d'une part de l'histoire marocaine qui m'intéresse énormément. Et aussi, je voudrais féliciter l'équipe pour l'organisation et pour tous les efforts qu'ils ont réalisés. Alors, ma communication aujourd'hui tourne autour de... Et je félicite aussi pour l'organisation et tous les efforts fournis. Je sais que ce n'est pas facile d'organiser un événement aussi important et intéressant. Voilà. Donc, ma communication aujourd'hui tourne autour des aspects de la vie de la communauté juive de la région du Nord. Du Maroc. Alors pourquoi cette région? Tout simplement à cause de son histoire et de sa géographie. Alors, la région du nord du Maroc est une région méditerranéenne, montagneuse, ce qui fait d'elle une région à la fois fermée et ouverte. Alors, c'est une région qui a subi beaucoup d'invasions, beaucoup aussi l'influence européenne, surtout espagnole. Et c'est une région qui a été une terre d'accueil pour les réfugiés d'Andalousie. Suite à l'inquisition ibérique à la fin du XVe et XVIe siècle. Voilà. Alors, suite à cette inquisition, la communauté musulmane et juive qui arriva d'Andalousie est installée dans les villes portuaires. Vous avez notamment Tétouan, Rabat, Salé et les villes impériales comme Fès. Mais dans cette intervention, je vais surtout me concentrer sur la communauté qui arriva au nord, c'est-à-dire la ville de Tétouan, surtout, et de Larache, enfin, cette communauté qui s'est un petit peu dispersée dans toute cette partie-là, surtout la ville de Tétouan et de Tanger. Alors, ce qu'il faudrait aussi remarquer, c'est que quand cette communauté juive arriva au Maroc,
elle différait de la communauté marocaine, hein, qu'elle soit de confession juive ou musulmane. Ils étaient beaucoup plus ouverts que la population marocaine qui vivait dans la région. Et donc, ils se sont retrouvés dans un environnement où ils avaient à la fois besoin de s'intégrer, mais aussi ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Et ça, vous pouvez le voir dans toutes les villes qui ont ces racines andalouses, un peu comme Rabat, Salé, Tétouan. Ce sont des communautés qui sont très ouvertes, mais qui sont aussi très fermées sur elles-mêmes. Donc, en arrivant au nord, cette communauté-là s'est installée dans la ville de Tétouan, qui est une ville très andalouse, mais aussi dans la ville de Tanger, qui est moins andalouse, plus ouverte. Mais ils n'étaient pas les seuls les seuls arrivants qui étaient de confession israélite, puisque dans la région du Rif existait aussi une communauté très ancienne qui vivait là-bas et qui parlait le rifin, et dont la présence remontait à des temps qui étaient bien antérieurs au christianisme dans l'Afrique du Nord. Alors, il est très difficile de travailler sur la communauté rifaine parce que c'est une communauté qui est assez, dont on n'a pas beaucoup d'informations malheureusement. Et déjà au XIXe siècle, il était très difficile d'accéder aux villes et aux régions rifaines. D'abord parce que la géographie est très difficile, mais ensuite parce que aussi il y avait pendant plusieurs années la guerre avec l'Espagne. Et donc, c'est une communauté qui était très bien intégrée. Il y avait beaucoup d'interactions, donc il y a beaucoup de mémoire, mais de mémoire orale, hein, de ce qu'on a entendu des personnes qui ont visité la région, qui ont vécu. Mais malheureusement, il y a très peu de chercheurs qui ont travaillé sur cette communauté-là. Et aussi, c'est une communauté qui était pas seulement très intégrée, mais aussi qui était considérée comme des Marocains, hein, puisqu'ils parlaient rifin, ils étaient anciens là-bas, ils avaient leur propre aussi organisation, leur propre site, hein, leur saint qu'ils visitaient. Et dans cette intervention, je parlerai plus de la ville de Tétouan et de Tanger, hein, qui sont les plus connues et aussi qui ont une histoire très intéressante. Donc, je vais explorer deux points essentiels. Je vais explorer d'un côté les aspects de vie de cette communauté à Tanger et Tétouan, avant l'arrivée et l'influence des puissances occidentales, et aussi je vais aborder les changements qui sont apparus, hein, surtout vers la fin du XIXe siècle, et comment cette communauté-là, ou cette intervention-là, a petit à petit touché une partie intégrante ou un tissu intégrant de l'identité et de l'histoire marocaine, en l'arrachant petit à petit aussi à ses racines. Donc, je vais commencer par mon premier point qui est l'aspect de vie des différentes régions du nord du Maroc. Alors, les visiteurs qui ont visité cette région-là au début du XIXe siècle, ils ont remarqué que dans la majorité des villes marocaines, il y avait à peu près un tiers de la communauté israélite. Mais que à Tétouan et Tanger, on avait vraiment une grande population. C'était une population très importante par rapport aux autres villes. Et dans ces villes-là, ces populations étaient très bien structurées. Elles étaient libres de l'exercice de leur culte et se gouvernaient d'après leurs lois. Alors, il y avait Beit Eddin, la maison de la religion, hein, si on traduit littéralement, et qui était une sorte de tribunal qui appliquait la loi judaïque et qui était central dans la vie de tous les jours des Israélites marocains. Alors, il était consulté dans toutes les questions. Et les rabbins qui guidaient cette communauté israélite à Tanger et à Tétouan, ils étaient aussi souvent sollicités par la communauté juive qui vivait à Gibraltar pour certaines questions. Donc, ils avaient vraiment une influence qui dépassait la ville et allait au-delà de la ville. D'ailleurs, entre parenthèses,
beaucoup de familles hein, qui vivaient à Tanger et à Tétouan ont immigré vers Gibraltar, l'Angleterre, vers le Brésil aussi, et ont donné des rabbins enfin, qui ont guidé des communautés qui ont immigré. Donc, la communauté israélite marocaine partageait différentes coutumes avec les musulmans de la région, tout en gardant une certaine particularité. Alors, au niveau, par exemple, si je prends le niveau gastronomique, ils avaient par exemple leurs propres plats comme srinad, fina, mais ils avaient aussi des plats qu'ils partageaient avec les Marocains, mais qui étaient un petit peu différents. Par exemple, il y avait, bon, tout le monde connaît le couscous, qui est un petit peu le plat traditionnel du Maroc. Et cette communauté-là, elle prenait le couscous sucré. Elle ne prenait pas le couscous salé, mais le couscous sucré où on mettait du sucre et de la cannelle. Ils partageaient aussi l'architecture hein, de leur maison. C'était la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'était des maisons construites avec le même plan, des appartements ouverts sur la cour, des maisons qui étaient très modestes de l'extérieur, mais qui étaient très bien entretenues de l'intérieur. Et ça, c'est un esprit tout à fait marocain, en quelque sorte. Hein. Les Fessis en général, ont une sorte d'expression. Ils disent que pour vivre heureux et vivre tranquille, il faut vivre caché. Et les maisons traditionnelles marocaines obéissent un petit peu à cet esprit-là. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, elles sont très modestes, mais à l'intérieur, elles peuvent être luxueuses et très bien entretenues. Donc, on avait vraiment des points communs au niveau de la gastronomie, au niveau de type de bâtiments où ils vivaient, au niveau de certains rituels, par exemple le rituel du mariage. Il y avait les coutumes du henné, il y a le caftan de la mariée, hein, ce qu'on appelait l'aksoua kebira, qui est un habit somptueux qui porte plusieurs symboles religieux. Par exemple, il y a l'arbre de la vie au niveau du corset, les 12 lignes en bas du caftan qui représentent les 12 tribus israélites. Et puis, il y avait des couleurs qui différaient d'une région à une autre. Il y avait par exemple, l'Aksoua était rouge dans certaines régions, elle était verte dans d'autres. Donc vraiment, les aspects les plus importants de la vie, ils étaient partagés avec le reste du peuple marocain. Alors, on a parlé un petit peu de cérémonie de mariage. C'est la même chose aussi pour tout ce qui est au niveau des funérailles. Les rites hébraïques étaient respectés. Et puis, certains voyageurs avaient remarqué aussi, hein, moi je parle du début du siècle, quand ils arrivaient, qu'il y avait des processions et des rituels qui étaient suivis de manière très rigoureuse. C'est ce qui se fait aussi du côté de la communauté marocaine musulmane. Et je voudrais juste donner l'illustration de ce respect pour ces rites et aussi pour ce passage de la vie d'un être humain. C'est que au Maroc, on a l'habitude d'arrêter les voitures quand il y a un cortège funéraire. Donc, si vous êtes au Maroc, il y a un cortège qui passe, ben, les gens vont stationner à côté, puis donner le temps au cortège de passer par respect pour cet ultime voyage. Et cette habitude existe toujours au Maroc. Et elle est spontanément faite, que ce soit au niveau de quelqu'un décédé qui soit de confession musulmane ou juive. Hein. Il y a quelques années, j'étais à Tanger et puis j'ai assisté à une procession juive et puis tout le monde avait stationné par respect. Donc il n'y avait vraiment pas de différence hein, dans les aspects de la vie et dans ce type d'intégration. Alors la différence peut-être se trouvait un petit peu au niveau de la langue, puisque la communauté israélite des villes du Nord parlait une langue qu'ils appelaient le ladino. Alors, le ladino est une langue historiquement parlée par les séfarades de la péninsule ibérique hein, et de l'Empire ottoman, et elle mixe l'hébreu hein, avec la syntaxe hébraïque. Alors, elle avait surtout un usage religieux.
Alors certains chercheurs pensent qu'il est incorrect de dire qu'on parle ladino, que ce qui est parlé est plutôt le judéo-espagnol, hein, qui est la Jaquetia, qui est une langue vernaculaire des Juifs d'Espagne. Mais les Tangérois, hein, de mon souvenir, ils ne disaient pas on parle, ils disaient on parle ladino. Hein. Donc pour eux, c'est la langue qu'ils parlaient. Et donc, elle leur permettait de communiquer, elle leur permettait d'avoir comme un espace de langage propre. Et les Marocains de confession musulmane, ben, ils percevaient cette langue un petit peu comme l'arabe des Juifs. Donc, le ladino était parlé à Tanger, à Tétouan. Par contre, dans la partie du Rif, c'était surtout le rifin. Hein, c'est une autre langue qui se parlait. Alors, ce qu'il faudrait aussi, enfin, ce qui est intéressant aussi à soulever, c'est que si toutes les villes du Maroc, par exemple, avaient des quartiers, on a parlé tout à l'heure, j'ai remarqué que les intervenants ont parlé du Millah, hein, qu'on essaye de restaurer dans certaines villes. Donc, si au niveau des villes, les Israélites vivaient dans le Mellah, hein, qui était un quartier à part et dont on fermait les portes le soir et on les emmenait au gouverneur. Hein. C'était une mesure qui isolait la communauté, mais qui aussi lui permettait de se protéger, hein, en cas de débordement ou de tension sociale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces Mellahs-là, même s'il existait dans toutes les grandes villes, dans la ville de Tanger, il n'existait pas. Dans la ville de Tanger, il n'y avait pas du tout de Mellah. On a à Tétouan, mais Tanger et le port d'Azila, hein, ça n'existait pas. Alors pourquoi Tanger? Tanger parce qu'elle a toujours bénéficié d'un statut spécial. C'est une ville très ouverte, très moderne, hein, par rapport aux autres villes marocaines, qui a accueilli les légations étrangères et qui a une population qui est hétéroclite. Hein. C'est beaucoup d'Espagnols, d'Anglais, d'habitants de la région, hein, d'Amazir qui vient de la montagne, de Rifin, de Marocains israélites. Et donc, c'est une ville qui est très commerçante, qui est très dynamique. Et déjà, au début du 19e siècle, par exemple en 1826, il y avait un voyageur britannique qui, en arrivant dans cette ville, il avait remarqué que la communauté juive dans cette ville jouissait d'un niveau d'éducation assez élevé par rapport à d'autres villes. C'est-à-dire que la communauté juive de Tanger était très instruite. Et puis, il y avait beaucoup de solidarité. Il existait aussi beaucoup d'opportunités de commerce, ce qui faisait que c'est une ville qui pouvait offrir un petit peu le rêve, hein, tangérois aux personnes qui arrivaient. Et c'est ce qui expliquait aussi le fait que c'est une ville qui a connu beaucoup de migrations, de familles israélites d'autres villes qui venaient s'installer à Tanger. Hein, et la migration a bien continué même après le protectorat, parce qu'elle est devenue internationale pendant ce temps-là, c'est-à-dire durant le protectorat. Alors Tanger aussi est intéressant dans la mesure où elle comptait, par rapport aux autres villes, elle comptait 17 synagogues. C'est-à-dire dans son histoire, c'est pas 2 synagogues ou 3, c'est 17. Ça montre un petit peu l'importance de la communauté juive qui y vivait et puis son importance. D'ailleurs, la ville de Tétouan et de Tanger étaient considérées vraiment comme des villes où il y avait beaucoup d'intérêt pour les études religieuses hébraïques et Tétouan a été surnommé par certains chercheurs comme une ville religieuse. Hein, elle était décrite comme ça. Donc, on a parlé des 17 synagogues. Alors, malheureusement, en 2010, au Maroc, on a recensé plus que 7, donc il y a vraiment la disparition de plusieurs. Il n'y a que 7 qui sont restés. Alors, la synagogue de Nahon, qui a été construite en 1876, a été rénovée en 1994, s'est convertie en musée.
il y a aussi parmi les marques de la communauté juive à Tétouan, il y avait un hôpital qui a été construit en 1889, qui s'appelait l'hôpital juif de Ben Shimol. Et cet hôpital était destiné à la communauté juive, mais il accueillait aussi tous les musulmans et les chrétiens qui vivaient là-bas. Alors malheureusement, malgré cette histoire, cet hôpital a été démoli récemment. C'est un petit peu, je pense, c'est un peu... malheureusement, il y a beaucoup de lieux historiques, il y a beaucoup d'histoires qui est en train de disparaître. Et il serait vraiment très intéressant de travailler dessus pour la garder, pas simplement pour l'histoire, mais aussi pour la mémoire, parce que je fais par exemple partie de cette génération qui a vécu avec l'histoire de ses grands-parents qui ont vécu le protectorat, donc dans mon univers, il y avait les musulmans, les juifs, il y avait de la collaboration, il y avait des tensions, il y avait de tout. Il y avait toute une histoire, l'histoire marocaine. Mais cette génération-là qui est là, qui vient, et que je remarque aussi dans mes cours, ne connaît pas cette histoire. Elle est très loin. Donc il y a vraiment tout un travail à faire, qui est en train de se faire, heureusement, pour la restaurer et puis lui donner sa place dans la culture et l'histoire marocaine. Donc, si je reviens à mon texte, donc il y avait beaucoup d'actions qui se faisaient afin d'aider la communauté israélite à bien s'organiser, à bien vivre et à se défendre aussi. Et c'était grâce aussi à des organismes israélites étrangers, principalement français ou britanniques. Alors en 1862, il y a eu l'Alliance israélite universelle qui s'est établie à Tétouan. Et cette école, ces écoles de cette alliance enseignaient surtout la culture et la géographie française. C'est-à-dire que malgré l'enseignement qui était très important et puis qui a formé des générations, la culture qui était enseignée dans ces écoles-là était une culture française. L'histoire française. Il y avait très peu la culture hébraïque avait vraiment très peu de place. Mais ce qui était intéressant, c'est que sous le protectorat, ces écoles-là qui étaient principalement destinées pour la communauté israélite, se sont ouvertes aussi à la communauté musulmane. Donc on a plusieurs Marocains musulmans qui ont étudié dans ces écoles-là, qui ont été formés dans ces écoles-là, et ces écoles-là ne recevaient pas que des étudiants qui étaient capables de payer, c'est-à-dire que quelquefois elles ouvraient ses portes pour des étudiants juifs ou musulmans qui n'étaient pas capables de payer leurs études, donc elle les accueillait et les formait. Donc il faut juste souligner que la communauté israélite de Tétouan, et surtout de Tanger, Tanger plus que toutes les autres villes, elle était très bien organisée, et c'est une communauté aussi où on avait les personnes riches qui veillaient sur les pauvres. Alors le seul point qui a été soulevé quelquefois, c'est qu'avec l'installation de nouvelles formes d'organisation qui étaient des formes européennes, il y avait quelquefois certaines tensions avec des formes anciennes qui étaient plutôt liées au présent. Et ça rentrait un petit peu dans le jeu politique qui s'est passé pendant ce moment-là, parce que le 19e siècle est quand même un siècle où il y avait beaucoup de... où le Maroc vivait un chapitre assez mouvementé de son histoire, où il était ouvert à plusieurs influences, et puis c'est des influences qui ont mené au protectorat. Donc sur le plan religieux, toutes les personnes tous les récits des voyageurs qui ont visité le Maroc avaient remarqué que la communauté israélite marocaine était très stricte dans les performances de leurs devoirs religieux. Pour eux, cette communauté était plus stricte que toutes les autres communautés partout dans le monde. Et ils avaient remarqué aussi que leurs pratiques ressemblaient aux pratiques des communautés israélites espagnoles. C'est tout à fait normal parce que la majorité est arrivée d'Andalousie. Et puis, ce qui est aussi intéressant à soulever, c'est que
généralement, dans l'histoire du Maroc, le Maroc est présenté comme un pays qui a été isolé du reste du Middle East, du Moyen-Orient. Pourquoi? Et même de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'a jamais subi l'occupation ottomane, donc il n'a jamais été sous l'Empire ottoman. Et donc dans l'histoire, vous avez le Maroc avec son propre sultan, sa propre histoire, et puis vous avez tous les autres pays du MENA, de North Africa and the Middle East, c'est-à-dire à partir de l'Algérie, la Tunisie, jusqu'au Middle East. Toutes ces régions-là, elles étaient sous l'occupation ottomane. Donc le Maroc était un peu isolé, mais ça n'empêchait pas qu'il avait beaucoup de contacts avec cette partie du monde. Alors, les familles, par exemple, il y avait un contact entre les rabbins marocains de Tanger et de Tétouan avec les rabbins, par exemple, du Middle East. Et il y avait souvent des voyages, il y avait des rabbins qui venaient du Middle East afin de, par exemple, récolter des aides ou voyager aussi pour répertorier, pour enseigner. Et ces voyages duraient quelquefois entre 3 ans, même 6 ans, 7 ans. Donc c'est vraiment des rabbins qui sont venus et qui ont formé, les rabbins marocains aussi. Donc il y avait vraiment ce mouvement qui était là, à la fois isolé, mais à la fois présent aussi. Et ça, que ce soit pour la communauté juive marocaine ou la communauté musulmane. Alors, il y avait ce contact-là qui est très intéressant. Alors, si je passe un petit peu aussi à côté de ce côté religieux qui est assez rigoureux, il y avait aussi ce côté un peu marocain qui est un peu superstitieux. Donc, les Marocains sont généralement... même s'ils s'en défendent, ils ont un petit peu leur côté superstitieux, et ça qu'ils soient marocains de confession juive ou musulmane. Ils avaient par exemple, ils portent souvent la main avec 5 doigts pour contrer le mauvais œil. Et quand il y avait des années de sécheresse au Maroc, et là je parle du 19e siècle, souvent on voyait tous les Marocains de communauté juive ou de communauté musulmane qui sortaient, qui priaient pour que la pluie arrive. Donc il y avait vraiment ce côté commun où ils travaillaient ensemble pour pouvoir conjurer un sort ou prier contre la sécheresse. Donc au niveau du système juridique, ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'au XIXe siècle, le système légal au Maroc était un système construit, un peu fragmenté. Donc, on avait d'un côté, par exemple, la sphère légale qui était relative à la communauté israélite et qui réglait tous les aspects de sa vie. Il y avait aussi la sphère légale qui était relative à la communauté musulmane et qui réglait tous les aspects de la vie, mais aussi les aspects du commerce entre la communauté juive et la communauté musulmane. Et à côté de ces deux sphères, une autre sphère s'est imposée et qui est la sphère du cadre juridique imposé par les légations étrangères. Parce que les légations étrangères s'étaient installées, elles étaient très intéressées dans le commerce, et puis les personnes qu'elles protégeaient, ou s'il y avait, à travers les conventions qui ont été signées avec le Maroc, s'il y a un conflit entre un commerçant étranger et un commerçant marocain, quelle que soit sa confession, eh bien, il fallait passer par les légations étrangères. Donc, on avait vraiment un système multiple juridique au XIXe siècle au Maroc. Et ce système-là a permis quelque chose d'extrêmement intéressant. Il a permis à la communauté israélite et même musulmane d'être mobile entre les différents systèmes. C'est-à-dire que un sujet marocain pouvait à la fois aller au tribunal musulman, au tribunal israélite ou au tribunal européen selon son choix.
et selon sa situation. Donc, et souvent, vous avez les deux communautés marocaines qui choisissaient par exemple, ou la légation étrangère ou la légation étrangère ou le tribunal musulman ou le tribunal hébraïque. Et cette mobilité a vraiment permis aux commerçants de devenir très versés dans les lois. Vous avez par exemple souvent des commerçants, par exemple musulmans, qui demandaient à des commerçants hébraïques de les représenter dans le tribunal musulman parce qu'ils connaissaient plus la loi qu'eux. Donc ça a permis cette mobilité et puis cette connexion entre différentes communautés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec le protectorat, on a pensé que les choses allaient évoluer, qu'il y allait avoir plus de flexibilité, plus de mobilité. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que le protectorat a été Professeur Botaina, une fois que le protectorat est arrivé, Professeur Botaina, il a vraiment cassé cette mobilité et cette flexibilité. Il a gardé le statut. Est-ce que vous m'écoutez ou Professor Botaina, it's really very interesting and we would like to hear you, but we are short in time. We are short in time. If you could conclude, please. Bon, okay, thank you. Rapidement. Donc, il a gardé une partie, tout ce qui est charia et loi hébraïque pour le statut familial, et puis tout ce qui est autre est devenu la loi, a suivi les réformes de loi qui ont été introduites par la France et l'Espagne. Donc, c'est ce qui fait que la loi hébraïque s'est rétrécie simplement au statut familial, alors qu'avant, elle traitait tous les aspects de la vie. Donc, elle a été un petit peu renfermée sur ça. C'est la même chose pour la loi musulmane, et c'est l'autre loi qui a pris le dessus et qui a pris le dessus jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si le temps me permet d'aller plus loin ou voilà. Sorry, Professor Botaina, we are short in time. I do believe that we could read your article for the next time. שומעת? לשמוע לשם דווקא. כן, אני מכוון. So, Professor Botaina, if you could conclude, please, because we are short in time. היא לא שומעת. שאלה אם היא שומעת. היא שומעת אותי? טוב, נראה, אולי תשמע את מחיאות הכפיים שלנו. טוב, האמת היא שכבר היא איתנו בזום כבר לפני כמה שעות והיא התכוננה לזה ואנחנו ציפינו שהיא תהיה איתנו כאן בארץ אבל בגלל תקופת המבחנים. אז אני מקווה Professor Botaina, thank you very much for your lecture. It's very, very important for us. And I hope to see you with us next time here in another conference in Israel and also in Morocco. Inshallah. Okay. טוב, אני מקווה שהקשר נוצר ושהספיקה לשמוע אותנו. המרצה החביבה האחרונה היא הגברת נג'יד יוסופי.
Yusuf or Yusufi? Yusufi.